En juillet, entre les volutes de la Voie lactée, le mince croissant lunaire avec Mars et les Pléiades, sans oublier le retour des anneaux de Saturne en fin de nuit, tes nuits de vacances risquent bien de se transformer en nuits blanches sous les étoiles. Ne bouge pas, ajuste tes écouteurs et je t'explique tout cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel, présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, tu retrouveras dans ce 58e épisode l'agenda céleste, les éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation pour ne pas t'ennuyer pendant tes vacances. Avant de commencer, un petit mot. Certains d'entre vous auront remarqué l'absence d'épisodes consacrés au ciel de juin. Un agenda particulièrement chargé ont monopolisé une bonne partie de mon temps libre et je n'ai malheureusement pas pu préparer l'épisode dans les délais. Je tenais toutefois à vous remercier pour votre patience et votre fidélité. Et maintenant, intéressons-nous au ciel de ce mois-ci. À ne pas manquer ce mois-ci dans le ciel. En début de mois, profite du lever de plus en plus tardif de la Lune pour repérer la Voie lactée qui s'étire de Cassiopée au nord jusqu'au Scorpion au sud. Elle forme une splendide arche galactique avec ses piliers côté Sagittaire et Scorpion. Le cœur de notre galaxie est situé entre le Sagittaire et le Scorpion et juillet est le meilleur moment de l'année pour observer ou photographier les nébuleuses de cette partie sud de notre Voie lactée. Petit bémol cependant, pour les observateurs situés au nord de la France, la nuit ne sera jamais totalement noire en début de mois, altérant un peu la vision de la partie septentrionale de notre galaxie. Le 6 juillet, la Terre sera au plus loin du Soleil, à 152 87 179 km, et comme tu peux le voir, cela n'a rien à voir avec les saisons, qui sont dictées par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. La distance Terre-Soleil n'est donc pas le facteur prédominant dans le climat terrestre. Le matin du 12 juillet, au tout début de l'aube, tu pourras observer un joli tableau céleste avec le lever d'un mince croissant lunaire accompagné de la planète Mars, d'Eyade, repérable grâce à Aldébaran, une éclatante étoile orangée, tout ceci surplombé par les Pléiades. C'est à observer à l'œil nu ou dans des jumelles de type yeux de hibou idéalement. Entre le 28 et le 31 juillet, c'est le maximum de l'essaim météoritique des deltas aquarides sud. Ces dernières années, le taux horaire était plus proche des 25 météores par heure que les 15 à 20 météores par heure généralement documentés par le passé. Le radian est situé dans le Verseau, visible en fin de nuit. Mais cette année, la Lune sera quasi pleine et viendra immanquablement gâcher le spectacle. Vous êtes nombreux à me demander quand voir l'ISS avec à son bord l'astronaute française Sophie Adenau. Elle sera visible en dernière partie de nuit sur la première partie du mois, puis progressivement en milieu de nuit, puis uniquement en soirée sur la fin du mois. Tu peux utiliser l'application ISS Detector ou le lien en description pour connaître les dates et heures de passage visibles depuis chez toi. Par ailleurs, il y a parfois des contacts radio organisés par l'ARIS permettant à des écoles, des clubs ou des associations de dialoguer directement avec les astronautes grâce aux radios amateurs. Ces échanges peuvent être écoutés par toute personne équipée d'un simple récepteur VHF adapté et ils sont souvent retransmis en direct sur Internet. Lien en description et dans l'article complet pour en savoir plus. Pour terminer cette rubrique, certains m'ont demandé si je pouvais annoncer à l'avance le passage des fameux trains de satellites Starlink. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, même si les lancements sont généralement connus à l'avance, il est souvent impossible de savoir plusieurs semaines avant si le train sera visible depuis la France ou l'Europe. Tout dépend de l'orbite finale des satellites et des conditions d'éclairement. Les prévisions fiables n'apparaissent généralement que dans les jours qui suivent le lancement.
Si tu souhaites observer un train de satellite Starlink, le plus simple reste donc de consulter des sites ou applis spécialisés quelques jours après le lancement. Je te mets quelques liens en description et dans l'article complet. La visibilité des planètes. Commençons par une petite modification du format de ces éphémérides planétaires. Suite à vos retours, je vais essayer de faire plus concis et notamment en supprimant les conditions de visibilité sous les tropiques, certes un peu rébarbatives dans leur contenu et semble-t-il aussi ne concernant que peu d'entre vous. Alors débutons avec Mercure qui ne sera pas observable en Europe sauf difficilement en fin de mois. Elle se lève en fin de mois environ 1 heure avant le lever du soleil. Elle est à observer à l'œil nu, mais surtout dans un instrument afin d'observer sa phase. Mais étant au ras de l'horizon, il te faudra un horizon est le plus dégagé possible. Vénus reste de toute beauté dans le ciel, les conditions d'observation en Europe sont excellentes tout au long du mois. Son puissant éclat est immanquable en début de soirée, après le coucher du soleil. Cependant, les conditions de son observation vont commencer à très légèrement se dégrader à partir de la fin du mois. Alors, profites-en. Pour Mars, son élongation augmente et elle est désormais repérable à l'œil nu dans le ciel du matin, quelques heures avant les premières lueurs du jour. Pour autant, elle n'aura que peu d'intérêt dans un instrument, car encore trop loin de la Terre, et donc son diamètre apparent encore trop petit pour des observations intéressantes. Pour Jupiter, elle est ce mois-ci en pratique non observable, sauf très difficilement en début de mois, mais sans aucun intérêt, y compris dans des instruments. Elle sera en conjonction solaire le 29 juillet et on la retrouvera cet automne. Saturne revient dans le ciel du matin et s'observe maintenant dans de bonnes conditions en dernière partie de nuit, quelques heures avant l'aube. Si tu as un lève très tôt ou un couche très tard, tu pourras de nouveau profiter des anneaux de Saturne. Uranus est observable en toute dernière partie de nuit, mais en restant basse sur l'horizon. Il faudra attendre la fin de l'été pour retrouver des conditions d'observation correctes, notamment dans des instruments. Enfin, Neptune s'observe elle aussi en dernière partie de nuit dans de bonnes conditions, y compris aux instruments, et ce sera le cas encore pendant de longs mois et de plus en plus tôt dans la nuit. Une très belle conjonction planétaire se produira le matin du 4 juillet avec les planètes Mars et Uranus en conjonction. Ce sera observable dans n'importe quel type d'instrument, y compris des jumelles, même si le télescope sera l'instrument idéal. Les deux planètes seront séparées d'un tiers de diamètre lunaire environ. Selon ton instrument et ton grossissement, ce sera également possible pendant quelques jours autour de cette date. Un bouton dont les conditions d'observation sont toujours excellentes quelle que soit la date et quelle que soit la plateforme, c'est celui pour t'abonner au podcast. Et pour terminer ce tour d'horizon planétaire, j'espère que ce nouveau format te convient mieux et n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire. La Lune dans toutes ses phases. Ce mois de juillet débute avec une grosse lune décroissante. Le dernier quartier aura lieu le mardi 7 dans la constellation des Poissons et marque le début de la période idéale pour observer le ciel dans de bonnes conditions, notamment en début de nuit. La nouvelle lune aura lieu le mardi 14 juillet dans la constellation des Gémeaux, une période parfaite autour de cette date pour une nuit d'observation sans lumière gênante. Le premier quartier aura lieu le mardi 21 juillet dans la constellation de la Vierge. Et nous terminons le mois avec une pleine lune, le mercredi 29 juillet, dans la constellation du Sagittaire. Et ce sera donc l'une des plus basses pleines lunes de l'année. Le 8 juillet, le dernier quartier flirte avec la planète Saturne. C'est une observation à faire à l'œil nu, car les deux astres ne seront pas visibles ensemble dans un instrument, y compris dans des jumelles. J'en ai déjà parlé, mais les 11 et 12 juillet avant l'aube, le mince croissant lunaire est en conjonction avec la planète Mars.
Le 17 juillet, en début de soirée, ne manque pas la très belle conjonction entre la Lune et l'éclatante Vénus. Une observation à faire à l'œil nu, mais aussi aux jumelles, pour avoir le croissant lunaire et l'étoile du Berger ensemble dans le même champ de vision. C'est à observer au crépuscule, environ 1 heure après le coucher du soleil et jusqu'au coucher des 2 astres. Pour clôturer ces éphémérides lunaires, les conjonctions avec les autres planètes ne seront pas possibles en pratique ou n'auront pas d'intérêt. Quelques idées d'observation. Pour en savoir plus sur les beautés du ciel de cette saison, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 44 sur le ciel d'été pour découvrir les grands classiques et les plus beaux objets à observer. Traditionnellement, l'été, c'est la saison des nébuleuses, notamment celles qui foisonnent tout le long de la Voie lactée entre Cassiopée et les constellations du Scorpion et du Sagittaire. Mais c'est aussi un grand nombre d'amas globulaires, dont certains particulièrement spectaculaires et connus, d'autres moins. Et ce sont ceux-là dont je vais parler ce mois-ci, et qui font d'ailleurs partie des objets messiers oubliés dans mes idées d'observation de ces 3 dernières années. Dans la constellation de l'Ophiuchus se trouvent plusieurs amas ouverts. Ce mois-ci, je te propose M9. Avec une magnitude de 7,8, on pourrait s'attendre à un objet relativement facile à observer. Pourtant, sa faible brillance de surface le rend bien plus discret qu'il n'y paraît. Pour le repérer, part de l'étoile Eta Ophiuchi dans la partie sud du Serpentaire. Sous un ciel sombre, il apparaît déjà aux jumelles comme une petite tache diffuse, mais c'est surtout avec un télescope de 200 mm qui révèle son intérêt pour montrer un noyau relativement condensé entouré d'un halo granuleux. Un grossissement de 100 à 200 fois selon ton instrument sera idéal. Dans la constellation de l'Ophiuchus se trouve également M14, un amas globulaire souvent éclipsé par ses célèbres voisins M10 et M12. Pourtant, il mérite largement le détour. Son repérage n'est pas des plus aisés, car il n'y a pas d'étoile brillante à proximité. Il est déjà perceptible comme une faible tache diffuse aux jumelles, mais il révèle tout son intérêt avec un télescope d'au moins 200 mm pour commencer à apprécier sa structure. À faible grossissement, il apparaît comme une boule cotonneuse diffuse. En augmentant le grossissement, son noyau dense devient plus évident, tandis qu'un halo granuleux l'entoure. Et pour clôturer les amas dans l'Ophiuchus, à la frontière avec le Scorpion se trouve M62. Son repérage est relativement simple à partir des étoiles du sud du Serpentaire. Aux jumelles, il apparaît déjà comme une petite tache bien visible. Un télescope de 150 à 200 mm permet d'en apprécier la structure générale, avec un noyau brillant entouré d'un vaste halo. Sa faible hauteur sur l'horizon pour les observateurs français impose de l'observer lors de son passage au méridien, dans un ciel bien transparent et si possible sans lune. Dans la constellation du Sagittaire se loge M28, un amas globulaire souvent délaissé au profit de son spectaculaire voisin M22. Pourtant, il constitue une très belle cible estivale. Son repérage est relativement facile puisqu'il se situe juste au-dessus de Cos Borealis, l'étoile formant le sommet de la théière. Aux jumelles, M28 apparaît comme une petite tache ronde et diffuse, avec un télescope de 150 à 200 mm de diamètre, permet déjà de distinguer un noyau compact entouré d'un halo lumineux. À partir de 250 mm de diamètre, les étoiles périphériques commencent à se résoudre, tandis que le centre conserve une forte concentration qui lui donne beaucoup de caractère. Toujours dans le Sagittaire se trouve M69, un amas globulaire bien plus discret, souvent éclipsé par les nombreuses merveilles qui peuplent cette partie de la Voie lactée. Situé assez bas sur l'horizon pour les observateurs français, il demande un ciel bien transparent et surtout un horizon sud bien dégagé pour être observé dans de bonnes conditions. Son repérage peut se faire en explorant la région située au nord-est de l'étoile Cos Australis. Aux jumelles et aux chercheurs, M69 reste difficile et ne montre qu'une faible lueur. Un télescope de 200 mm est un minimum pour l'observer. À l'oculaire, il apparaît comme une petite boule lumineuse assez condensée, avec un noyau brillant
entouré d'un halo bien plus faible. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, toujours dans le Sagittaire, se déploie M25, un vaste amas ouvert particulièrement accessible. Pour le repérer, il suffit de partir de l'astérisme de la théière et de remonter vers le nord. Contrairement aux amas globulaires observés précédemment, M25 donne immédiatement une impression de légèreté. Aux jumelles avec son éclat généreux, il offre déjà un joli spectacle avec sa concentration d'étoiles détachées du fond de la Voie lactée. Dans une petite lunette ou un télescope à faible grossissement, on peut apprécier toute son étendue et on y distingue plusieurs dizaines d'étoiles brillantes réparties de manière irrégulière. Les faibles grossissements sont à privilégier afin de conserver l'amas dans son intégralité. Et pour terminer, si tu recherches des objets plus classiques, n'hésite pas à écouter la section des idées d'observation des épisodes estivaux des années précédentes. C'était La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel. Et voilà, tu arrives à la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à le partager ainsi que de t'abonner à la newsletter. Ce mois-ci marque la 4e année de ce podcast. Suite à vos nombreux retours, j'ai fait et je continuerai à faire évoluer le format ces prochains mois. D'ailleurs, je ferai courant du mois une fac spéciale pour fêter les 4 ans du podcast. Parmi vos suggestions, j'ai déjà adapté la partie sur la visibilité des planètes en supprimant les longueurs et les conditions sous les tropiques pour aller droit au but. En revanche, pour ce qui est d'ajouter des visuels sur YouTube, j'ai choisi de rester sur un format purement audio, justement pour éviter la partie très chronophage du montage vidéo. Comme je l'ai signalé dans de précédents épisodes, je suis actuellement en pleine rénovation de ma future maison. Entre mon boulot et l'édition du podcast, ce n'est malheureusement pas envisageable pour moi dans l'immédiat. Et le raté de l'épisode de juin en est la preuve. Un grand merci pour votre fidélité et vos précieux retours qui font grandir le podcast. Pour conclure, comme d'habitude, reste curieux, reste émerveillé et n'oublie pas de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu. Merci, au revoir et à bientôt.